Merci infiniment, chers collègues. Ce n'est pas un exercice aisé pour moi de me trouver parmi vous. Même si je suis président de la commission des lois ayant conduit la réforme pénale au niveau du conseil de sous-détention. En étant enseignant-chercheur, je suis un publiciste. Et me retrouver parmi mes collègues privatistes qui sont des chevronnés en la matière, je peux vous assurer que ce n'est pas un exercice facile. Mais je trouve des visages familiers, des collègues à moi de la faculté, des amis qui sont souvent de l'autre côté au niveau de la magistrature. Du coup, la pression baisse et je peux tenter, bien sûr, d'éviter le contenu de ma communication. Mais, Monsieur le Président, permettez-moi aussi, et je renvoie à tous ceux qui ont fait, ceux qui sont passés par ici, pour aussi saluer mon collègue Mamadou Bekaï Tabé, et c'est pourquoi je le salue. C'est un long chemin tortueux qu'on a emprunté ensemble. Et au moment d'arriver au sac, qui lui a réussi à déposer, nous on était appelés à toute la société et qui nous ont éloignés, pas uniquement des embouteilles, mais qui ont freiné notre élan, notre envie, bien sûr, de les rejoindre. Nous vous rejoindrons bientôt, parce que là, je ne mens pas, et nous avons tout le courage d'y arriver. Je voulais vous entretenir sur l'exposé des motifs de la réforme pénale. Je ne suis même pas sûr si je dois dire autre chose ici, d'autant plus que dans le discours du ministre de la Justice, tout comme dans la leçon du programme, l'essentiel du contenu de ma communication a été apporté. N'empêche que vous conviendrez avec moi que cette réforme, elle n'était pas aisée du tout. Nous pouvons la qualifier comme étant l'une des rares réformes les plus douloureuses que le pays a connues. Sous le contrôle du Mangal, le doyen qui nous a assistés, il a été dit ici que c'est une réforme qui a commencé depuis plus de 7 ans. Depuis plus de 7 ans, le ministère de la Justice travaille pour arriver à cet aboutissement. Et nous, au niveau du Conseil de sous-détention, on n'a pas eu malheureusement 7 ans. Il nous fallait réussir à amener la réforme au bout en moins de 6 mois. Ce n'est pas aisé. Et c'est comme ça que le publiciste s'est transformé petit à petit en privatiste et arrivé à comprendre, comme vous l'avez compris ici, beaucoup de notions de droit pénal et de procédure pénale. Il faut reconnaître que ces deux textes ont été promulgués le 13 décembre 2024. Je parle du nouveau code pénal et du nouveau code de procédure pénale, en remplacement aux deux codes anciens de 2001. Le contexte et l'envergure de la réforme pénale renvoie à un cadre juridique hérité de 2001, qui était en décalage, et en total décalage avec les réalités actuelles. Vous allez vous rendre compte ainsi que l'ancien code ne prévoyait que très partiellement, par exemple, la répression du terrorisme, très partiellement la répression des infractions liées à la cybercriminalité, au blanchiment de capitaux ou des entêtes aux données à caractère personnel. Ces formes de criminalité marginales ou inexistantes en 2001 étaient bien sûr des figures majeures à prendre en charge dans cette nouvelle information. Et à cela, il y a des fléaux endémiques que vous connaissez ici, comme la corruption et la délinquance financière. Le nombre de détournements des deniers publics et scandales financiers sont demeurés impunis ou n'ont pu être poursuivis efficacement en partie du fait de la prescription des infractions et du régime d'impunité que certains hauts cadres de ces pays bénéficient. Je parle bien sûr du régime des immunités accordées à certaines fonctions, notamment par exemple la fonction parlementaire et autres. Il faut aussi reconnaître que, à partir de cet instant, cette réforme qui était dirigée au niveau de la commission de loi devait aussi en partie avoir un droit de regard. On doit regarder la doctrine pour voir la réforme pénale des autres pays de la sous-région. Et c'est ce qui nous a aidé d'ailleurs à aller beaucoup plus vite et à essayer de regarder les points les plus heureux qu'on peut rencontrer dans d'autres textes pour les importer, et faire carrément immigrer chez nous. Et ce n'était pas non plus un exercice facile d'aller du droit comparé à arriver à ces deux textes que le
docteur secrétaire général vient de dire aujourd'hui, et nous avons les échos, et c'est l'une des réformes les plus abouties en matière pénale. Aussi, les innovations majeures apportées à cette réforme reposent sur le renforcement de l'efficacité et de l'équité de la justice pénale. Je peux vous assurer que dès l'entame des travaux à notre niveau, nous étions guidés par ce que je viens de dire, des approches et des discussions partagées avec le collègue Mamadou Bekaï Dami. À l'époque, moi aussi, sur ma thèse, lui Baptiste sur sa thèse, ne cessait de me dire permanemment que dans mes réflexions de tous les jours, trois principes de même l'accès à la justice, le délai raisonnable, le procès équitable. J'entendais permanemment ces trois principes de sa bouche et de questions certaines. C'est pour cette raison que quand nous sommes arrivés, l'une de nos préoccupations majeures était de rester dans ce carcan de respect de ces trois principes. C'est à ce niveau que tout l'État, toutes les institutions, toutes les lacunes qu'on a pu soulever à travers des multiples auditions opérées à notre niveau, on a réussi effectivement à mettre le point, les doigts sur la main. Et il faut reconnaître que du début du processus jusqu'à son aboutissement, nous étions accompagnés, encadrés que par des gens, et qui était une plénière également dans notre histoire des femmes. Généralement, lorsque le Mali s'engagait dans ces formes, on faisait appel à des experts étrangers, en oubliant que chez nous, nous avons des personnalités, des personnes extrêmement nanties de connaissances et qui pouvaient nous encadrer. Et ça, nous en tenons beaucoup et nous tenons à remercier le département ministériel qui était là à nos côtés à travers ces deux experts, je parle du doyen Magan et du doyen Tassana. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que les innovations ont porté, et ça a été également ici pour vous, et je ne vais pas tous les citer certainement, mais comprendrez aisément que rapidement nous sommes arrivés à la suppression des poursuites, à la suppression des immunités pour les officiels élus. Ça permettait facilement d'accéder à l'enregistrement, l'enrôlement d'un certain nombre de dossiers portant infraction et atteinte à des délits publics. La restructuration des institutions criminelles, c'est-à-dire les églises, on fait des cours d'assises. Et vous comprenez aisément que le nouveau dispositif met fin à l'ancienne cour d'assises héritée du modèle français qui réunissait des jurés populaires de manière intermittente pour juger les crimes les plus graves. Et vous vous rendrez compte aisément que ces cours d'assises étaient périodiques et, bien sûr, contribuaient à l'engorgement, bien entendu, de nos juridictions. Et à ce niveau, à sa place, il est institué des chambres tribunales permanentes au sein des tribunaux de grande instance. Cette réforme structurelle vise à accélérer le jugement des affaires criminelles en évitant les délais d'attente entre les sessions d'assises. Et c'est extrêmement important à ce niveau. Et je peux vous assurer que beaucoup de questions techniques sont posées à ce niveau, notamment à notre niveau, et vous vous rendrez compte que c'est sur ces points également qu'on a soulevé énormément de problèmes par rapport à ces délais d'incarcération ou ces délais qu'on appelle de détention provisoire. Beaucoup de questions ont été discutées, mais il conviendra à la pratique d'apporter un certain nombre de réponses. Notamment, que se passera-t-il lorsqu'il est prévenu à un délai légal de détention? Et c'est pour ces raisons que vous verrez facilement, pour ceux qui regardent les différents textes, que c'est au niveau du code pénal marocain qu'on est parti chercher. Pour imposer au juge malien désormais que chaque fois qu'elle est prévenue à un délai limite, que bien sûr le judiciaire puisse présenter le dossier d'office au président du tribunal qui, lui, sans condition, prendra une ordonnance de mise en liberté immédiate. Et ça, c'est pour éviter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est dans la même lancée que nous avons dit que ça a été dit ici, que nous n'avons pas incriminé l'appareil judiciaire à toi, les juges. Parce que nous sommes convaincus qu'ils ne sont pas non plus extraterrestres. Quand on regarde le standard international par rapport au ratio, vous vous rendez compte qu'au Mali, c'est injuste pour des milliers d'individus. Et s'il faut bien sûr asseoir une justice équitable, une justice facile d'accès, réussir au procès, il reste.
Je pensais que je ne vais pas rentrer dans le fond. Et donc, vous comprenez aisément que sans les commentaires, je vais faire une vite pour que c'est un exercice extrêmement passionnant. Donc, l'institution du juge d'application des règles a été dit, la collégialité des décisions de mise en application provisoire, vous l'avez vu, la consultation du tout degré de juridiction, vous avez extrêmement entendu la procédure nouvelle pour l'efficacité des poursuites et par rapport à l'encadrement renouvelé du régime de la liberté provisoire sous, bien sûr, caution et l'institution, bien entendu, du paiement de caution mixte. Tout cela concourt à aussi fluidifier l'accès à la justice et à pervider les dossiers. Et les nouvelles techniques d'enquête ont fait l'objet de vives discussions pratiques avec les doyens du ministère de la Justice, parce que vous vous rendez compte que c'est le texte pour la première fois dans notre histoire qui a atteint un nombre extrêmement élevé d'amendements pour atteindre ce niveau de usage. Et nous ne pouvons pas taire toutes ces informations et pour vous dire que le renforcement de l'efficacité et de l'équité de la justice pénale malienne passait à ce niveau. Aussi, vous devez bien comprendre que à cela, il y a eu l'introduction de nouvelles infractions et conformément et forcément de la répression des crimes. Il s'agit bien sûr du financement du terrorisme et tout ce qui a été dit ici dans la salle. Du trafic illicite des migrants, le phénomène de la cybercriminalité, de la protection des personnes vulnérables, de la violence basée sur le genre, les violences forcées, seront renforcées, tout ceci en tant que pratique dans nos sociétés ont été bien encadrées. À ce niveau, une des nouveautés, c'est le collègue d'ailleurs, que je ne vois pas dans la salle, Issa Madan, qui a souligné cela dans sa thèse, la santé pénale des personnes morales et bien sûr la décision des principes d'action. Monsieur le Président, 10 minutes c'est très peu pour exposer des motifs. Mais je voudrais bien sûr vous dire que c'est avec un sentiment de fierté que nous avons porté pour cette réforme, mais sans le concours du ministère de la Justice, rassurez-vous qu'on ne serait pas là. C'est ce que je voulais dire comme mot de fin, sans rentrer dans d'autres commentaires. Et merci encore une fois de plus tous les pratiquants qui doivent, les praticiens qui doivent, et toutes les bonnes volontés qui nous ont accompagnés. Mais c'est le lieu également pour moi de lancer un appel à la colère. Lorsque nous avons eu ces deux textes à notre niveau, nous avons sollicité l'appui et l'accompagnement de nos collègues privatistes, qu'ils viennent à nous, qu'ils nous aident à faire le travail. Malheureusement, beaucoup de nos collègues n'ont pas été présents à l'appel. Il n'y avait que 2 collègues qui sont venus. Ce n'est pas sans qu'on les a pas informés, on les a informés. Je peux vous assurer que c'est un de vos collègues qui se trouve à la tête de la fonction de l'État. Si nous réussissons ces réformes, c'est en partie grâce au concours que vous allez faire de ce côté. Chaque fois que nous vous sollicitons, soyez présents à nos côtés. Ce n'est pas le nom supplémentaire, c'est quasiment l'université pour Kafoua. Si j'échoue, vous serez aussi pointé. Donc je vous remercie.